La cicatrice, épisode 02. Harry était allongé sur le dos, la respiration haletante comme s'il venait de courir. Il s'était éveillé d'un rêve particulièrement saisissant en se tenant le visage entre les mains. Sur son front, la vieille cicatrice en forme d'éclair brûlait sous ses doigts comme si quelqu'un lui avait appliqué sur la peau un fil de fer chauffé au rouge. Il se redressa dans son lit, une main toujours plaquée sur son front, l'autre cherchant à tâtons ses lunettes posées sur la table de chevet. Après les avoir mises sur son nez, le décor de sa chambre lui apparut plus nettement, dans la faible lueur orangée projetée à travers les rideaux par le réverbère qui éclairait la rue. Harry caressa à nouveau sa cicatrice. Elle était encore douloureuse. Il alluma la lampe, à côté de son lit, s'arracha de ses couvertures, traversa la chambre, ouvrit son armoire et regarda dans la glace fixée à l'intérieur de la porte. Il vit face à lui un garçon de 14 ans, très maigre, avec des yeux verts et brillants qu'il observait d'un air perplexe sous ses cheveux noirs en bataille. Il examina de plus près la cicatrice en forme d'éclair que présentait son reflet. Elle paraissait normale mais elle était encore brûlante. Harry essaya de se rappeler le rêve qu'il venait de faire. Il lui avait semblé si réel. Il y avait deux personnes qu'il connaissait et une autre qu'il n'avait jamais vue. Il se concentra, les sourcils froncés, essayant de rassembler ses souvenirs. L'image d'une pièce plongée dans la pénombre lui revint en mémoire. Il y avait un serpent sur un tapis, devant une cheminée. Un petit homme qui s'appelait Peter et qu'on surnommait Queue de Verre, et puis une voix froide, aiguë. La voix de Lord Voldemort. À cette pensée, Harry eut soudain l'impression qu'un cube de glace lui descendait dans l'estomac. Il ferma étroitement les paupières et s'efforça de se rappeler quelle apparence avait Voldemort, mais il n'y parvint pas. La seule chose certaine c'était que, au moment où le fauteuil de Voldemort avait assis, il avait été secoué d'un spasme d'horreur qui l'avait réveillé en sursaut. Ou bien était-ce la douleur de sa cicatrice? Et qui était donc ce vieil homme? Car il y avait un vieil homme présent dans son rêve. Harry l'avait vu s'effondrer sur le sol. Tout devenait confus dans son esprit. Il plongea son visage dans ses mains, effaçant la vision de sa chambre, essayant de se concentrer sur l'image de cette pièce faiblement éclairée, mais c'était comme s'il avait essayé de retenir de l'eau entre ses doigts. Les détails lui échappaient à mesure qu'il essayait de les saisir. Voldemort et Queue de Verre avaient parlé de quelqu'un qu'ils avaient tué, mais Harry ne parvenait pas à se souvenir du nom de la victime. Et ils avaient projeté de tuer quelqu'un d'autre. Lui, Harry releva la tête, ouvrit les yeux et jeta un regard autour de sa chambre comme s'il s'attendait à y découvrir quelque chose d'inhabituel. En fait, il y avait beaucoup de choses inhabituelles dans cette pièce. Une grosse valise en forme de malle était ouverte au pied du lit, laissant voir un chaudron, un balai, des robes de sorcier noirs et des livres de magie. Des rouleaux de parchemin s'entassaient sur une partie de son bureau, à côté de la grande cage vide dans laquelle Edwige, sa chouette aux plumes blanches comme la neige, était habituellement perchée. Sur le plancher, à côté de son lit, le livre qu'il avait lu la veille, avant de tomber endormi, était encore ouvert. Les photos qui illustraient ces pages ne cessaient de bouger. Sur chacune d'elles, des hommes vêtus de robes orange vives filaient d'un bord à l'autre du cadre, sur des balais volants, en se jetant une balle rouge. Harry ramassa le livre et regarda un des sorciers marquer un but particulièrement spectaculaire en lançant la balle à travers un cercle situé à 15 mètres au-dessus du sol. Puis il referma le volume d'un geste sec. Même le Quidditch, qui était, à ses yeux, le plus beau sport du monde, n'aurait pu le distraire en cet instant. Il posa en vol avec les canons sur sa table de chevet, traversa la pièce en direction de la fenêtre et écarta les rideaux pour regarder dans la rue. Private Drive avait exactement l'apparence qu'on peut attendre d'une petite rue de la banlieue résidentielle, aux premières heures d'un dimanche matin. Tous les rideaux alentour étaient tirés. D'après ce que Harry pouvait voir en scrutant l'obscurité, il n'y avait pas le moindre être vivant en vue, pas même un chat. Et pourtant, incapable de tenir en place, Harry revint s'asseoir sur son lit et caressa à nouveau sa cicatrice. Ce n'était pas la douleur qui le tracassait, la douleur et les blessures ne lui étaient pas étrangères. Un jour, il avait perdu tous les os de son bras droit et avait dû passer une longue nuit de souffrance à attendre qu'il repousse sous l'effet d'un traitement spécial. Le même bras avait été transpercé peu après par l'énorme crochet venimeux d'un monstrueux serpent. L'année précédente, il avait fait une chute de 15 mètres en tombant d'un balai en plein vol. Il avait l'habitude des accidents et des blessures bizarres, il fallait s'y attendre lorsqu'on était élève à l'école de sorcellerie de Poudlard et qu'on avait un don indiscutable pour s'attirer toutes sortes d'ennuis. Non, ce qui tracassait Harry c'était que, la dernière fois qu'il avait eu mal à sa cicatrice, Voldemort se trouvait être ici, en ce moment. La pensée que Voldemort se cache dans Private Drive était absurde, impossible. Harry écouta attentivement le silence qui régnait autour de lui. S'attendait-il plus ou moins à entendre une marche craquer ou une cape frôler le sol?
Il eut un léger sursaut lorsque son cousin Dudley poussa un ronflement sonore dans la chambre voisine. Harry décida de secouer un peu, mentalement tout au moins. Il était stupide. En dehors de lui, il n'y avait personne d'autre dans cette maison que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et Dudley et, de toute évidence, tous trois dormaient encore, plongés dans les rêves paisibles et sans douleur. C'était quand il dormait que Harry aimait le mieux le Dursley. Lorsqu'il était éveillé, il ne lui était jamais d'aucun secours. L'oncle Vernon, la tante Pétunia et Dudley étaient les seuls membres de sa famille encore vivants. C'étaient des moldus, des gens dépourvus de pouvoirs magiques qui détestaient et méprisaient la magie sous toutes ses formes, ce qui signifiait que Harry était à peu près aussi bienvenu sous leur toit qu'une colonie de termites. Au cours des 3 dernières années, ils avaient justifié les longues absences de Harry, lorsqu'il se trouvait au collège Poudlard en racontant à tout le monde qu'il était en pension au centre d'éducation des jeunes délinquants récidivistes de Saint-Brutus. Il savait parfaitement que, étant sorcier de premier cycle, Harry n'avait pas le droit de faire usage de magie en dehors de Poudlard, mais il ne manquait pas pour autant de rejeter sur lui la responsabilité de tout ce qui n'allait pas dans la maison. Harry n'avait jamais pu se confier à eux, ni leur raconter quoi que ce soit de sa vie dans le monde des sorciers. La seule pensée d'aller voir son oncle et sa tante pour leur parler de sa cicatrice douloureuse et de ses inquiétudes concernant Voldemort était risible. Pourtant, c'était à cause de Voldemort que Harry avait été obligé d'aller vivre chez les Dursley. Sans Voldemort, il n'aurait pas eu de cicatrice en forme d'éclair sur le front. Sans Voldemort, il aurait encore des parents. Harry avait 1 an le soir où Voldemort, le plus puissant mage noir du siècle, un sorcier qui, pendant 11 ans, avait vu son pouvoir s'accroître régulièrement, était arrivé dans la maison de ses parents et avait tué son père et sa mère. Voldemort avait ensuite tourné sa baguette magique vers Harry et lui avait lancé un sort auquel de nombreuses sorcières et sorciers d'âge mûr avaient succombé au cours de son ascension vers le pouvoir suprême. Mais, si incroyable que cela puisse paraître, le sortilège n'avait pas eu l'effet escompté. Au lieu de tuer le petit garçon, il avait ricoché et frappé Voldemort lui-même. Harry avait survécu sans autre blessure qu'une entaille en forme d'éclair sur le front, tandis que Voldemort, lui avait été réduit à quelque chose d'à peine vivant. Ses pouvoirs anéantis, sa vie quasiment éteinte, le mage maléfique s'était enfui. La terreur dans laquelle la communauté secrète des sorcières et sorciers avait vécu pendant si longtemps n'avait plus de raison d'être. Les partisans de Voldemort s'étaient dispersés et Harry Potter était devenu célèbre. Harry avait reçu un grand choc en découvrant qu'il était un sorcier le jour de son 11e anniversaire. Il avait été encore plus déconcerté en s'apercevant que son nom était connu de tous dans le monde caché de la sorcellerie. À son arrivée à Poudlard, il s'était rendu compte que les têtes se tournaient sur son passage et que des chuchotements le suivaient partout où il allait. Mais à présent, il s'y était habitué. À la fin de cet été, il entamerait sa 4e année d'études à Poudlard et il comptait déjà les jours qui le séparaient de son retour dans le vieux château. Il restait 2 semaines à passer avant la rentrée scolaire. Harry jeta à nouveau un regard autour de lui et ses yeux se posèrent sur les cartes d'anniversaire que ses 2 meilleurs amis lui avaient envoyées à la fin du mois de juillet. Que dirait-il s'il leur écrivait pour leur raconter que sa cicatrice lui faisait mal? Il lui sembla aussitôt entendre la voix perçante d'Hermione Granger, saisit la panique. Ta cicatrice te fait mal. Harry, c'est très grave. Écris tout de suite au professeur Dumbledore. Moi, je vais consulter le traité des indispositions et affections magiques les plus communes. Il y a peut-être quelque chose sur les cicatrices dues au sortilège. Oui, tel serait le conseil d'Hermione, s'adresser au directeur de Poudlard en personne et, en attendant, consulter un livre. Harry contempla par la fenêtre le ciel d'un noir bleuté, comme de l'encre. Il doutait fort qu'un livre puisse lui être d'aucun secours en cet instant. À sa connaissance, il était la seule personne encore vivante qui ait jamais résisté à un sortilège aussi puissant que celui lancé par Voldemort. Il était donc hautement improbable qu'il trouve la description de ces symptômes dans indispositions et affections magiques les plus communes. Quant au directeur du collège, Harry n'avait aucune idée de l'endroit où il passait ses vacances d'été. Il s'amusa un instant à imaginer Dumbledore, avec sa grande barbe argentée, sa longue robe de sorcier et son chapeau pointu, allongé sur une plage, enduisant son long nez aquilin de crème solaire. Pourtant, quel que soit l'endroit où était parti Dumbledore, Harry était sûr qu'Edwige serait capable de le retrouver. Sa chouette découvrait toujours le destinataire d'une lettre, même sans adresse. Mais que pourrait-il lui écrire? Cher professeur Dumbledore, je suis désolé de vous importuner mais ma cicatrice me fait mal, ce matin. Avec mes salutations respectueuses, Harry Potter. Ces mots lui paraissaient stupides avant même de les avoir écrits. Il essaya alors d'imaginer la réaction de son autre meilleur ami, Ron Weasley, et presque aussitôt le long nez et le visage constellé de taches de rousseur de Ron, avec son air songeur, apparurent devant ses yeux. Ta cicatrice te fait mal. Mais,
Tu sais qu'il ne peut pas être à proximité, n'est-ce pas? Tu le saurais? Non. Il essaierait encore une fois de te tuer, tu ne crois pas? Je ne sais pas, Harry, peut-être que les cicatrices dues à un mauvais sort font toujours un peu mal. Je vais demander à papa. Mr. Weasley était sorcier hautement qualifié qui travaillait au service des détournements de l'artisanat moldu du ministère de la magie, mais il n'avait pas de compétences particulières en matière de mauvais sorts, d'après ce que Harry savait. En tout cas, Harry n'avait pas envie que toute la famille Weasley sache qu'une brève douleur au front suffisait à le rendre aussi anxieux. Mrs. Weasley serait encore plus inquiète qu'Hermione, et Fred et George, les frères de Ron, des jumeaux de 16 ans, penseraient peut-être que Harry avait les nerfs fragiles. Les Weasley étaient la famille préférée de Harry, il espérait qu'ils allaient bientôt l'inviter à passer quelque temps chez eux. Ron en avait parlé à propos de la Coupe du Monde de Quidditch, mais il ne voulait pas que son séjour soit ponctué de questions angoissées sur l'état de sa cicatrice. Harry pressa ses poings contre son front. Ce qu'il voulait, et il avait presque honte de se l'avouer, c'était parler à un parent, un sorcier adulte à qui il pourrait demander conseil sans se sentir idiot, quelqu'un qui chercherait vainement à l'aider et qui aurait déjà eu l'expérience de la magie noire. La solution lui vint alors à l'esprit. Elle était si simple, si évidente, qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait mis si longtemps à la trouver. Sirius. Harry sauta de son lit et courut s'asseoir à son bureau. Il prit un morceau de parchemin, trempa sa plume d'aigle dans l'encre, écrivit Cher Sirius, puis s'arrêta, cherchant la meilleure façon d'exposer la situation. Il était encore stupéfait de n'avoir pas pensé tout de suite à lui écrire. Mais après tout, peut-être n'était-ce pas si surprenant? 2 mois à peine s'étaient écoulés depuis qu'il avait appris que Sirius était son parrain. Il y avait une raison à l'absence totale de Sirius dans la vie de Harry depuis cette date. Sirius avait été détenu à Azkaban, la terrifiante prison des sorciers, gardé par des créatures qu'on appelait des détraqueurs, sortes de démons sans yeux, capables d'aspirer l'âme des vivants, et qui étaient venus à Poudlard pour rechercher Sirius après son évasion. Pourtant, Sirius était innocent, les meurtres dont on l'avait accusé avaient été commis par Cudver, un fidèle de Voldemort, que presque tout le monde croyait mort à présent. Harry, Ron et Hermione savaient que ce n'était pas vrai, ils s'étaient retrouvés face à face avec lui l'année précédente, mais le professeur Dumbledore avait été le seul à les croire. Pendant une heure qui avait été l'une des plus belles de sa vie, Harry avait cru qu'il allait enfin quitter les Dursley, car Sirius lui avait proposé de l'accueillir sous son toit une fois que son nom aurait été réhabilité. Mais cette chance s'était soudain envolée, Cudver était parvenu à prendre la fuite avant qu'ils aient eu le temps de l'amener au ministère de la magie et Sirius avait dû s'évader à nouveau pour échapper à la mort. Harry l'avait aidé à s'enfuir sur le dos d'un hippogriffe du nom de Buck. Depuis lors, Sirius se cachait. La pensée qu'il aurait pu vivre dans une autre maison si Cudver n'avait pas réussi à disparaître l'avait hanté tout l'été. Retourner chez les Dursley s'était révélé d'autant plus difficile qu'il avait failli en être débarrassé à tout jamais. Malgré tout, Sirius avait été d'un certain secours à Harry, même s'il avait dû renoncer à vivre sous le même toit que lui. C'était grâce à lui que Harry avait maintenant le droit de conserver dans sa chambre tout son matériel scolaire. Auparavant, les Dursley ne lui en avaient jamais donné l'autorisation, leur volonté de gâcher la vie de Harry, associée à leur crainte de ses pouvoirs magiques, les avait amenés jusqu'alors à enfermer chaque été dans le placard situé sous l'escalier la grosse valise qui contenait ses affaires d'école. Mais leur attitude était très différente depuis qu'ils avaient découvert l'existence de son parrain qu'on présentait comme un criminel dangereux. Par commodité, Harry ne leur avait pas dit que Sirius était innocent. Harry avait reçu 2 lettres de lui depuis son retour à Private Drive. Toutes 2 avaient été apportées non par des hiboux comme il était habituel chez les sorciers, mais par de grands oiseaux tropicaux aux couleurs étincelantes. Hedwige n'avait guère approuvé l'arrivée de ces intrus au plumage tapageur. Elle ne les avait autorisés qu'avec réticence à boire un peu de son eau avant de reprendre leur vol. Harry, lui, les aimait bien. Ils évoquaient à ses yeux des plages de sable blanc plantées de palmiers et il espérait que Sirius, quel que soit l'endroit où il se trouvait, il ne le précisait jamais de peur que ses lettres soient interceptées, menait la belle vie. Harry avait du mal à imaginer que des détraqueurs puissent survivre longtemps sous un soleil radieux. C'était peut-être pour ça que Sirius était parti vers le sud. Ces lettres, cachées sous la lame de parquet branlante que dissimulait son lit et qui était décidément bien utile, avaient un ton joyeux. Sirius rappelait à Harry qu'il pouvait toujours faire appel à lui s'il en avait besoin. Or, justement, aujourd'hui, il en avait besoin. La lampe de Harry semblait peu à peu perdre de son éclat à mesure que la lumière grise et froide qui précède l'aube se répandait dans sa chambre. Enfin, lorsque le soleil se fut levé, teintant d'une lueur dorée les murs de la pièce, et qu'il entendit l'oncle Vernon et la tante Pétunia bouger dans leur chambre, Harry débarrassa son bureau des morceaux de parchemin froissés qui l'encombraient et relut la lettre qu'il avait terminée. Cher Sirius, merci pour ta dernière lettre.
Cet oiseau était énorme, il a eu du mal à se glisser à travers ma fenêtre. Ici, c'est comme d'habitude. Le régime de Dudley se passe assez mal. Hier, ma tante l'a surpris en train d'emporter en douce des beignets dans sa chambre. Ses parents lui ont dit qu'ils allaient lui supprimer son argent de poche s'il continuait comme ça et il s'est mis tellement en colère qu'il a jeté sa PlayStation par la fenêtre. Il s'agit d'une sorte d'ordinateur pour jouer à des jeux électroniques. C'était plutôt bête de sa part, maintenant il ne peut même plus jouer à Mega Mutilation 3 pour se changer les idées. Pour moi, les choses vont bien, surtout parce que les Dursley sont terrifiés à l'idée que tu puisses revenir les transformer en chauve-souris si je te le demande. Il s'est quand même passé quelque chose de bizarre ce matin. Ma cicatrice a recommencé à me faire mal. La dernière fois que ça s'est produit, c'était parce que Voldemort était à Poudlard. Mais je ne pense pas qu'il puisse se trouver près de chez moi en ce moment, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu sais si les cicatrices provoquées par un mauvais sort peuvent encore faire mal des années plus tard? J'enverrai Edwige te porter cette lettre quand elle reviendra. Elle est partie chasser pour le moment. Dis bonjour à Buck de ma part. Harry. Oui, pense à Harry. Elle était très bien, cette lettre. Inutile de parler du rêve, il ne voulait pas paraître trop inquiet. Il plia le parchemin et le posa sur son bureau pour le donner à Edwige dès qu'elle reviendrait. Puis il se leva, s'étira et retourna devant son armoire. Sans jeter un coup d'œil à son reflet, il commença alors à s'habiller pour aller prendre son petit déjeuner.